Bonjour. Changement de thème, changement de décor, on est en période de vacances scolaires et qui dit vacances dit il faut occuper les enfants et même parfois la famille quand il fait pas beau. Et donc on va voir les expositions. Alors dans le domaine scientifique et technique, bien entendu, il y a la Cité de l'Espace à Toulouse, on vous en a déjà parlé, il y a bien sûr la Cité des Sciences à la Villette, la découverte. Et là, nous sommes à Rueil-Malmaison. Oui, Malmaison, bien sûr, c'est le château. Mais c'est surtout pour moi une exposition étonnante qu'il faut absolument voir, qui touche la science, la technique, l'ingénierie. C'est une exposition consacrée à Léonard da Vinci, Léonard de la ville de Vinci. Pourquoi ? Parce que ici, on a regroupé sur 90 maquettes une grande partie du génie de Léonard. Et ce qu'il y a de même d'étonnant ici, c'est qu'il y a des maquettes, c'est-à-dire je vois, je touche et je comprends. Cette exposition, elle est envisagée au départ par les Belges, parce que cette exposition, elle était présentée il y a près de 3 ans et demi à Liège, et ensuite elle a commencé à être itinérante, à la fois en Belgique bien sûr, en Turquie, dans le reste de l'Europe, et elle est revenue ici en France, à Bordeaux et à Lyon, et ici elle est accueillie donc pendant 4 mois à Rueil-Malmaison, où le principe il est assez simple finalement, c'est à partir des dessins, des croquis de Léonard de Vinci, on les montre en application dans des maquettes, donc il y en a 90 qui sont présentés au public, et surtout, on peut toucher. On peut toucher. C'est-à-dire qu'on peut directement manipuler. Et ça permet de comprendre simplement les choses pour tous les publics. Un simple mouvement de rotation comme celui-ci, ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais un simple mouvement de rotation, eh bien, Léonard de Vinci l'envisage en le transformant en un va-et-vient. Mais c'est le système bien le manivelle. Exactement. Qui a permis de faire des machines à vapeur. Mais il y a 4 siècles et demi. Il y a 4 siècles et demi où certains l'avaient déjà envisagé, mais lui, il le met en application dans ses carnets. De la même manière, le principe du mouvement alternatif. Avec ce système denté d'un côté, on bouge cet axe-là et dans un sens et dans l'autre, ce qui peut avoir énormément d'applications, évidemment, dans l'aéronautique, dans le système automobile, comme le principe d'ailleurs de modification du mouvement circulaire qui est ici. Donc le public peut manipuler, se rendre compte par lui-même, pas uniquement en observant, pas uniquement en étant spectateur, mais en étant acteur et en ayant directement l'application par lui-même. Alors bien entendu, on ne va pas passer en revue les 90 maquettes. Et vous savez, si j'adore les maquettes, surtout à la télévision. Alors, j'ai découpé toute cette exposition un certain nombre de thèmes. Alors le premier des thèmes, le génie de Léonard, était le génie militaire. Ben oui, il était architecte, mécanicien et peintre également, mais il était au service de sponsors, c'est-à-dire ceux qui avaient l'argent. Il était d'abord les Médicis, puis après les Médicis, c'était les Sforza à Milan, et qui étaient de l'art de la guerre. Alors voilà, petit échantillon de son talent. Ben, vous savez, à l'époque, on était dans des châteaux forts, il fallait escalader les murs, donc il s'est dit, si on escalade les murs, on met une échelle, si on met une échelle, les petits copains, ils vont repousser l'échelle. D'où l'idée de mettre un appui avant, vous voyez, hop, on grimpait sur l'échelle, et on ne s'appuyait pas sur le mur, comme ça les petits copains ne pouvaient pas repousser l'échelle. L'histoire ne dit pas comment je passais de l'échelle au mur. Ensuite, quand je partais à l'assaut, évidemment, les petits copains m'attendaient et me jetaient de l'huile bouillante sur la tête, des pierres, des flèches. Et bien il a dit, je vais partir à l'assaut avec une tour qui me permet de monter en hauteur, il y a un escalier, et puis il y a un petit toit, et là je vais cheminer à l'abri pour pouvoir envahir le château. Ça, regardez, c'était le transporteur de troupes de l'époque, une espèce de tortue à roulettes. Le problème, c'est qu'on ne dit pas comment il fallait propulser ça. Et puis, bien entendu, il y avait des machines de guerre épouvantables. Regardez, c'est espèce que quand on tirait le chariot avec des chevaux, ça faisait tourner un tourniquet avec des masses qui cassaient les murs et puis décimaient également les chevaux. Et là, vous avez également la même machine, mais avec des lames de fer comme j'oserais dire, des tondeuses à gazon, et ça vous coupait à la fois les pattes des chevaux et ça décimait les hommes. Comme quoi, malheureusement, dans le domaine militaire, l'imagination n'a pas de limite. Toujours dans le domaine de l'art militaire, vous savez, c'était le début de l'artillerie. Eh bien, il fallait protéger les artilleurs. L'imagination de Léonard, c'était de mettre ce qu'on appelle des blindages. Alors ça, c'est la version, en quelque sorte, du char d'assaut, avec des canons tout autour. Et puis à l'intérieur, il y avait les hommes qui marchaient, qui faisaient avancer la tortue blindée. La même chose, vous voyez, sur un bateau, avec de multiples canons. Également, ça vous dit quelque chose, eh bien, je mets plusieurs canons en arc de cercle, ça s'appelle les lance-roquettes
d'aujourd'hui. Et puis enfin, comme il fallait protéger les artilleurs, eh bien regardez, on mettait les hommes à l'abri sous une espèce de toit, et puis le canon. Comme quoi, il avait des idées. Hein. Léonard était un ingénieur dans l'âme. Et pour un ingénieur, il faut construire. Pour construire avant, il faut pouvoir mesurer. Et à l'époque, on n'avait pas le système métrique. C'est-à-dire, c'était tout de même très aléatoire. Chacun avait sa mesure. Les Anglais avaient le pouce, avaient le pied, on avait les coudées, on avait les bracelets. Et Léonard s'est dit, attendez, vous allez voir, on va faire un truc qui marche à tous les coups, et tout le monde sera d'accord. Donc, on pousse ce petit chariot, ça entraîne des roues dentées, et surtout, regardez, il y a des billes. Il y a des billes. Et quand ça va tourner, une bille va tomber quand on aura parcouru sensiblement 1 mètre. Et donc, il suffisait de compter le nombre de billes pour savoir la distance parcourue. Mais Léonard ne se contentait pas de faire des prototypes, des épures, magnifiques dessinateurs d'ailleurs. Il concevait des machines-outils, parce qu'il fallait fabriquer. Il avait le souci d'une industrie balbutiante. Alors voilà un exemple. Les seules forces motrices à l'époque, c'était d'abord l'homme, c'était les chevaux, mais c'était également les moulins qui permettaient de multiplier par 10, en quelque sorte, la puissance d'un cheval. Et là, voilà un exemple. Il y a un barrage, il y a une roue hydraulique, et ça va entraîner ce qu'on appelle un martinet, regardez, par un jeu de levier, voilà. Et bien ça s'appelle un martinet. Vous voyez l'application ? Eh bien, le long de l'eau, il y avait une forge. Comme il y avait une forge, il fallait, en quelque sorte, le marteau et l'enclume. Eh bien, on utilisait le martinet qui tapait sur le morceau de fer rouge. Et ça a été utilisé, ça s'appelle des marteaux pilons, en fait, dans l'industrie. Et puis le dernier point, ce martinet servait également à broyer le tissu. Et quand je broie du tissu, je fabrique du papier. Autre domaine à lequel s'est frotté en quelque sorte l'esprit de Léonard de Vinci, le domaine hydraulique. Je vous l'ai dit, la seule force motrice, c'était d'abord l'homme, ensuite le cheval, et puis les moulins à eau et les moulins à vent. Et donc il s'est intéressé à l'eau, à la force hydraulique. Et le problème, c'était d'avoir des écluses. Les écluses existaient, ça venait des travaux des Hollandais. Or lui, il a eu l'idée, pour pouvoir ouvrir les portes, il fallait qu'il y ait la même hauteur d'eau d'un côté et de l'autre. Comment faire ? Bon, je ferme les portes, et puis il a fait une petite trappe en bas, vous voyez, et cette petite trappe, bien sûr, avec un système de crémaillère, ça permettait de la monter ou de la descendre, et ça permettait de remplir le bief, et quand ils étaient au même niveau, de façon que le bateau puisse naviguer, eh bien on pouvait facilement ouvrir les portes. Qui dit hydraulique, dit également franchir les rivières. Donc voilà, il a inventé le pont de bateau. Il a inventé le pont tournant, vous voyez, qui pivote sur lui-même, avec un système de manivelle et de câbles et d'engrenage. Et également, pour la propulsion du bateau, la seule force était la force humaine, eh bien il a fait un bateau à roue à aube. Il s'est intéressé à l'eau, mais il s'est intéressé également à l'air, parce que je vous rappelle que la seule force motrice de forte puissance, de l'ordre de 10 kW, c'était les moulins à eau et les moulins à vent. Et donc, voilà, il a travaillé sur la forme des ailes. Et tiens, regardez, ça. Oui, c'est l'ancêtre du parachute. Disons que c'était le meilleur moyen de se tuer. Mais surtout, et c'est peut-être la plus célèbre des maquettes, c'est l'homme volant. Alors, une structure la plus légère possible en bambou. Un homme est allongé, il utilise à la fois ses bras et ses jambes pour faire battre des ailes, c'est-à-dire imiter, et c'était son erreur, le vol de la chauve-souris. C'est ce qu'avait fait Clément Ader avec sa machine à vapeur. Malheureusement, c'était beaucoup trop lourd. Le problème de Clément Ader, c'était le poids. Le problème de Vinci, c'était à la fois le poids, la faible puissance d'un homme et la résistance des matériaux. Il a fallu attendre le moteur à explosion et l'aluminium pour faire les premiers avions. Léonard, je vous le disais, était d'abord, au début de ses études, d'abord était un artiste, c'est-à-dire un peintre, on connaît bien sûr la fameuse Joconde, mais également un dessinateur hors pair. Et le plus célèbre, ce sont ses dessins, bien sûr de machines, mais également les anatomies, c'est-à-dire, regardez, avec précision, il dessinait l'anatomie humaine avec l'ensemble des muscles. Il fallait donc procéder à des vivisections sur des cadavres, et puis redessiner, parce qu'on n'avait pas d'appareil photo, redessiner avec une très très grande précision le corps humain. Mais il n'y a pas que ça. Il écrit à l'envers parce qu'il n'a pas été formaté par un maître, par une école dans un premier temps. Donc il a écrit, il a appris
de manière naturelle, comme il était gaucher, eh bien, il écrit naturellement de droite à gauche. Et comme ce serait trop compliqué, finalement, d'inverser aussi les phrases elles-mêmes, donc il va jusqu'au bout de sa logique. Il écrit vraiment de droite à gauche en inversant le sens des lettres, ce qui veut dire qu'un P devient un Q. Et ça, on a tout de suite compris comment ce principe s'applique. Et ensuite, pour le lire, les disciples et les élèves qui vont ensuite travailler avec lui ont pour principe de prendre soit des miroirs pour lire dans le sens direct de ce qu'a fait Léonard de Vinci, ou alors par transparence, si la feuille n'est pas trop épaisse. C'est très simple, c'est très pratique, et ça montre que finalement, il voulait aller simplement dans son esprit et l'appliquer directement sans se donner des contraintes et des éléments qui auraient été compliqués. Donc il l'écrit exactement comme ça vient dans son esprit. Si on voulait définir en un seul mot Léonard, le mot qui vient à l'esprit, c'est génie. En fait, on devrait dire touche à tout, bricoleur de génie, MacGyver. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il touche à tous les domaines, que ce soit l'anatomie, que ce soit le domaine militaire, parce qu'il est quand même engagé au départ par les Sforza et ensuite par bien sûr François Ier, pour être aussi un ingénieur militaire. Mais ensuite, il va avoir plein de domaines, à la fois l'aérien, à la fois bien sûr les ponts, et là on voit une application toute simple. Lui se touche à tout. Eh bien, il comprend que par exemple, avec ce système de cet escalier tournant sur un axe, qui n'est pas le colimaçon, on peut simplement monter et descendre à deux endroits différents sans se croiser, ce qui peut avoir beaucoup d'applications, et on le voit, notamment pour les palais, mais ça peut avoir d'autres applications dans plein d'autres domaines. Pareil pour les ponts, pareil exactement aussi, c'est la même chose, pour par exemple les navires avec cette double coque. Si le Titanic avec cette double coque, au moment du récif, avec bien évidemment l'iceberg, au moment du récif, eh bien, la deuxième coque aurait été préservée et ça aurait évité peut-être le naufrage. S'il fallait résumer cette magnifique exposition à Rueil-Malmaison, je dirais chapeau, Léonard.